Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes souffrent d'une pathologie cardiaque très fréquente après 65 ans, le rétrécissement d'une des valves qui est à l'entrée du cœur. Jusqu'à il y a encore 10 ans, la seule solution pour sauver ces patients était une opération très lourde qui se faisait à cœur ouvert. Pourtant, de Pékin à Los Angeles, des milliers de cœurs battent encore parce qu'un cardiologue de l'hôpital de Rouen s'est obstiné. Contre l'avis de tous ses pairs, le professeur Cribier s'est battu pour mettre au point une technique révolutionnaire permettant de poser une prothèse de valve sans opérer. En 10 ans, son invention a déjà sauvé 200 000 personnes dans le monde. Aujourd'hui, le professeur Hélène Elchaninov, qui a participé à l'aventure de cette innovation depuis le début, va soigner une patiente à Rouen avec une simple anesthésie locale. Ça va, madame? Oui. Vous êtes bien installée? Très bien. Bon. Alors, si vous sentez quoi que ce soit, si vous avez une douleur, si vous êtes inquiète de quoi que ce soit, vous pouvez parler avec nous pendant toute la mise en place de la valve. La valve dont il s'agit est celle qui est située à la sortie du ventricule gauche du cœur. Le sang qui sort du cœur est en quelque sorte poussé dans l'aorte, la principale artère du corps. La pression est alors maximum quand le sang sort pour irriguer tout l'organisme, puisque l'aorte est à l'origine de toutes les autres artères. Cette valve est une fine membrane qui s'ouvre et se referme à chaque battement de notre cœur comme un clapet. Mais parfois, en vieillissant, dans certains cas, cette valve peut s'abîmer, se rigidifier et devenir tellement étroite que le sang passe de plus en plus mal. Seule une nouvelle valve pourra rendre au cœur la possibilité d'envoyer correctement le sang dans le corps. On intervient chez cette patiente de 88 ans parce qu'elle a un rétrécissement aortique très serré et qu'elle commence à ressentir de l'essoufflement. Il faut intervenir vite car il y a un risque de complications, en particulier de mort subite. Mais le problème, c'est qu'à cet âge, les risques de l'opération sont très élevés puisqu'il faut ouvrir le thorax, arrêter temporairement le cœur, brancher le patient à une machine externe qui permet au sang de continuer à circuler dans l'organisme pendant l'intervention. Cette patiente n'aurait donc pas été opérée. Elle n'aurait survécu que quelques mois s'il n'y avait eu cette technique innovante permettant de remplacer sa valve malade sans ouvrir son thorax. Cette intervention, infiniment plus légère, est réalisée par des cardiologues et non par des chirurgiens. Et vous allez voir la valve qui est un véritable bijou et très améliorée par rapport aux valves qu'on mettait il y a une dizaine d'années. Mais comment faire passer cette prothèse par une artère beaucoup plus petite et la mener jusqu'au cœur? Il y a 15 ans, personne ne pensait que c'était possible. À l'intérieur du patient, cette valve aura exactement ce diamètre et cet aspect. Donc on va la comprimer. On passe d'une valve de 26 mm à une valve comprimée de 5 mm. Ce qui va permettre de l'introduire à l'intérieur de l'artère fémorale, qui elle-même fait à peu près 6 mm, et de la monter jusqu'à la valve malade de la patiente. C'est par une toute petite incision au niveau de l'aine que le cardiologue va réussir à faire remonter la valve par l'artère fémorale jusqu'au cœur. Et quand elle sera mise en place juste à l'intérieur de la valve malade, on gonflera le ballonnet de façon à pouvoir lui redonner cet aspect que vous voyez là. Et elle tiendra en place par la seule force d'expansion du grillage métallique qu'on appelle stent. Le tour est joué. Voilà la valve placée au bout du cathéter, prête pour une véritable traversée du corps humain. Vous voyez, le ballonnet est là. Donc vous avez ici l'ensemble du cathéter qui va être utilisé pour monter la valve jusqu'à la valve malade de la patiente. Un long trajet qui va se faire sous contrôle radiologique avec un appareil mobile. On a le guide métallique que vous voyez sur l'écran qui sert de rail, le grand rail qui monte. Celui-ci. Celui-ci, et par-dessus, donc on va avancer l'introducteur dans lequel on va ensuite passer la valve. Et vous voyez, il avance très bien. Et on le positionne, là on est au-dessus du nombril à peu près. Eric, tu te mets en place, Guillaume aussi, et puis il va amener la valve. C'est le moment crucial. Dans quelques minutes, le cœur de la patiente battra avec une nouvelle valve. On approche du cœur, et puis là on continue à avancer ce cathéter le long du guide, en utilisant les
les capacités de ce cathéter à se recourber pour faciliter la montée. Donc ça y est, on est dans la valve. Les médecins provoquent l'équivalent d'un véritable arrêt cardiaque, sans conséquence pour la patiente, afin de pouvoir placer et déplier la valve, ici insérée dans son stent, sans être gênée par les battements du cœur. On va accélérer le cœur à peu près 200 par minute, ce qui va le geler en quelque sorte pendant quelques secondes, ce qui n'est pas du tout ressenti par le patient. Est-ce que vous êtes tous prêts? Alors, vas-y, stimule. Voilà, le ballonnet est gonflé, ce qui permet au stent de s'expandre. Donc là, ça y est, le stent est ouvert. Et maintenant, on dégonfle le ballonnet. Fin du suspense. L'intervention n'a duré que 45 minutes au lieu de 4 heures pour une intervention classique. Il n'a en outre pas été nécessaire d'ouvrir le thorax, ni pour introduire la nouvelle valve, ni pour enlever la valve malade. Donc là, la valve est en place, la tension est parfaite. La valve malade reste au niveau de l'aorte, mais elle est écrasée sur les côtés par le stent équipé de la nouvelle valve. C'est parfait. C'est impeccable. Madame, c'est superbe, votre valve. Très bien. Bon. Bravo. Bravo. Bravo l'équipe. Monsieur Cribier est quelqu'un d'enthousiaste et de passionné. Et donc, à chaque fois qu'une valve est implantée, c'est un événement, c'est magique. Et donc, tout le monde s'embrasse. C'est vrai qu'on a l'impression que la procédure est devenue une routine, mais ça demande une très grosse organisation. Mais cette patiente avait 88 ans, non? 88 ans. Rendez-vous compte, 88 ans, on lui évite une chirurgie lourde sous anesthésie générale, assistance circulatoire, circulation à cœur ouvert, une grande ouverture du thorax, etc. Et vous avez vu comment ça se passe, c'est comme un stent coronaire, si vous voulez. Donc sous anesthésie locale, elle rentre chez elle au bout de 2 jours. À 88 ans, on ne peut pas se permettre d'hésiter maintenant à faire ça. Le professeur Elchaninov accompagne Alain Cribier depuis 30 ans dans cette aventure. Depuis les premiers essais chez l'animal, jusqu'à ce jour du 16 avril 2002, où un premier malade fut sauvé grâce à cette invention. C'était un moment très émouvant. On voyait les secondes passer, on voyait, voilà, il a passé 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et c'était ça déjà la garantie du succès. C'était vraiment extraordinaire. Et il a vraiment récupéré d'une façon très spectaculaire en quelques heures. C'était magnifique. Dans son bureau, rempli de souvenirs, le professeur Cribier n'est pas prêt d'oublier ce 16 avril 2002 qui a marqué l'histoire des valves cardiaques. C'est une photo à laquelle je suis particulièrement attaché parce qu'elle résume l'histoire du traitement des valves cardiaques, finalement, depuis le début. Vous avez ici le docteur Albert Starr, qui est le premier chirurgien à avoir implanté une valve artificielle chez un patient. Donc ça se passait dans les années 60. Ces premières valves en métal sont toujours utilisées, mais nécessitent d'opérer et de prendre un traitement anticoagulant à vie. C'est le professeur Alain Carpentier, célèbre chirurgien français, qui invente la seconde génération de valves, les bioprothèses. Fabriquées à base de tissu animal, elles sont mieux tolérées, mais nécessitent toujours une grosse opération. Que faire alors pour les milliers de malades qui ne peuvent supporter une telle intervention? Il y avait vraiment un besoin clinique important de pouvoir faire, si possible, la même chose sans opérer les malades. Mais le fait de mettre des valves sans opérer les malades était un pari considéré par tout le monde comme absolument impossible. Le professeur Cribier s'accroche, dessine lui-même les valves et tente de convaincre ses pairs. Ça a été un échec total pendant 5 ans. J'ai essayé absolument d'obtenir le feu vert de toutes les compagnies biomédicales du monde. L'idée a été considérée assez souvent comme totalement stupide. J'ai pas peur des mots, puisque c'était les mots employés. En 1999, le professeur Cribier se résigne à monter sa propre start-up avec des Américains et des Israéliens. En 2002, il opère son premier patient. Cet homme condamné, car inopérable, est sauvé grâce à cette intervention. La réaction a été absolument extraordinaire, avec toujours quand même, de la part notamment des chirurgiens, un très grand doute sur la pérennisation de cette technique. Et même le fait qu'un premier malade était implanté ne les a pas fait changer d'avis. C'est-à-dire qu'on avait eu de la chance, ça ne pourrait pas se reproduire, etc. Et donc c'était un vrai combat et ça a duré 1 an. Et finalement, on a obtenu le feu vert pour faire une série de patients
dans des conditions qu'on appelle compassionnelles, c'est-à-dire en fait des patients qui n'ont plus aucun espoir de survie, qui sont aux confins de la mort, si vous voulez, et pour lesquels rien ne peut être fait dans l'état actuel de nos connaissances. Et on a dit, bon, ceux-là, vous pouvez peut-être essayer. Les résultats de ces essais connaissent enfin, en 2004, un retentissement mondial. C'est alors aux États-Unis que l'aventure se poursuit. Les brevets changent de main et traversent l'océan. C'est la compagnie californienne Edwards qui rachète la start-up du professeur Cribier et lui déroule le tapis rouge. Le portrait du Dr Cribier est accroché au mur d'Edwards Life Science. C'est l'un des hommes clés des technologies utilisées chez Edwards. Stanton Rowe est un des rares ingénieurs à avoir cru au projet du professeur Cribier et à avoir investi dans sa start-up. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment innovant, il faut casser les règles. Et le Dr Cribier a en effet cassé les règles. Imaginez que pendant 30 ans, la seule manière de traiter cette maladie, c'était d'enlever la valve malade avec de la chirurgie. Le Dr Cribier a dit non, ce n'est pas nécessaire. On peut se débrouiller sans retirer la valve. Autre règle que le professeur Cribier fait voler en éclats, pas besoin de coudre la valve pour qu'elle tienne, elle s'accrochera toute seule à l'artère et y restera. C'était une idée folle. La différence entre le génie et la folie est très mince. Et donc, vous n'êtes jamais vraiment sûr, quand vous rencontrez quelqu'un, si ses idées sont folles ou géniales. Parfois, la seule manière de le savoir, c'est de faire le test. Test concluant, puisque l'entreprise Edwards est leader sur un marché de 3 milliards de dollars aujourd'hui et sans doute 5 milliards demain. Larry Wood supervise toute la fabrication de ces précieuses prothèses. 18 000 € pièce. Elles sont toutes cousues main par une centaine de couturières. Il faut presque 2 jours à un employé pour coudre une valve. C'est un processus très long et fastidieux pour s'assurer qu'à chaque fois, cela est fait de manière très précise. Ces valves sont fabriquées à partir de tissu animal, ici bovin, mais parfois porcin ou même équin, c'est-à-dire de cheval. Elles sont pourtant totalement acceptées par le corps humain. Oui, mais alors pourquoi ? Il n'y a pas de rejet des valves du tissu cardiaque pour 2 raisons. D'abord, le matériau lui-même. C'est un simple tissu qui entoure le cœur du bovin. Donc ce n'est pas un tissu qui contient beaucoup de composants biologiques, parce que c'est plutôt un tissu conjonctif. Et la deuxième raison, c'est que nous procédons à un traitement chimique très rigoureux. Il reste à prévoir des emporte-pièces pour fabriquer des membranes de différentes tailles. Mais avant d'en arriver à ce processus si bien rodé, il a fallu tâtonner et ajuster la méthode pendant des années. On a échoué tellement de fois. Mais c'est un autre aspect du Dr Cribier. Il est très persévérant. Il peut se décourager pendant 1 minute, mais ensuite, il va réfléchir à 10 façons de trouver une solution. Et c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Son enthousiasme n'a jamais faibli. Il veut toujours essayer. À partir de 2004, la technique n'a cessé d'être perfectionnée pour mieux s'adapter aux malades. Cette compagnie Edwards a mis au point 2 systèmes d'implantation de la valve. Un système utilisé par les cardiologues par voie fémorale et un système utilisable par les chirurgiens par une autre voie d'abord. Et donc les chirurgiens, du coup, se sont trouvés concernés par l'implantation de ces valves-là et ont permis à cette technique de continuer de croître. Les taux de réussite de cette technique, qu'on appelle TAVI, dépassant déjà les 95%, tout pousse à en étendre l'indication à plus de patients. Comme l'explique le professeur Vahagnan, chef du service de cardiologie de l'hôpital Bichat, qui pratique déjà une dizaine d'interventions par semaine. Les recommandations vont changer avec les nouveaux résultats parce que l'expérience est là, parce que les valves sont de plus en plus petites, de plus en plus performantes. On a maintenant des chiffres de mortalité qui sont extrêmement faibles, complications vasculaires très faibles, les accidents vasculaires cérébraux très faibles, les fuites de sang autour de la valve deviennent très rares avec les nouveaux modèles. Et on s'est aperçu qu'avec le développement de ces techniques, le nombre de patients traités augmente de façon considérable. Les projections sont impressionnantes et prévoient 300 000 interventions par an dans le monde d'ici 10 ans, soit 4 fois plus qu'aujourd'hui.
Des centaines de milliers de vies sauvées grâce à la ténacité du professeur Alain Gribier et à l'ingéniosité d'une petite valve.